Hop, voilà, recording in progress. Donc on commence par les définitions. La, la première est un peu évidente pour le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'une personne transgenre? Donc une manière, il y a plein de manières de le définir, mais une manière un peu large de le définir, c'est une personne qui a quitté le genre qui lui a été assigné à la naissance pour vivre dans un autre genre. Qu'est-ce qu'un genre assigné à la naissance? C'est tout simplement le genre auquel, lorsque vous naissez, on dit que vous appartenez. Alors, quand je dis « on », c'est tout un système, hein, c'est généralement, dans un premier temps, puisque la plupart des gens naissent en maternité, les médecins qui décident de ce qu'est votre genre. Au vu de ce que généralement les enfants ont comme organes génitaux externes. Donc c'est un processus médical et qui ensuite est entériné par un processus légal qui est l'inscription de la personne à l'état civil, où quand on déclare une naissance, on déclare le sexe de l'enfant. Bien entendu, c'est une assignation dans le sens où ce processus n'est absolument pas nécessaire dans le bon fonctionnement d'une naissance. C'est vraiment un processus voilà, qui est codé légalement, qui est codé juridiquement, qui fait que un genre est entériné et qu'il va être celui que va avoir la personne pendant les premières années de sa vie. Cette assignation, bien entendu, ensuite, elle est tout au long de la vie poursuivie par un certain nombre d'éléments, notamment le langage, le prénom, qui vont faire que toute la société va considérer cette personne dans le genre auquel elle a été assignée à la naissance. Et donc une personne transgenre, c'est une personne qui décide de quitter le genre qui lui a été assigné à la naissance. Alors, première définition, quand c'est une femme trans, c'est donc une personne qui généralement a été assignée homme à la naissance et qui décide d'être de genre féminin, et donc on va parler d'elle au féminin. Une femme trans, on va généralement avoir un prénom féminin, on va utiliser pour elle des pronoms féminins, des adjectifs qu'on va accorder au féminin. Et un homme trans, c'est à l'inverse une personne qui généralement a été assignée femme à la naissance, et on va parler d'elle au masculin. On va utiliser des adjectifs au masculin. Elle va généralement avoir un prénom masculin, comme un homme qui aurait été assigné homme à la naissance. Les personnes non binaires, c'est un spectre très large, sont des personnes trans qui, sans être du genre assigné à la naissance, donc qui ont quitté, comme toute personne trans, le genre qui leur a été assigné à la naissance, ne se reconnaissent pas pour autant ni comme hommes ni comme femmes, donc c'est ni des femmes trans ni des hommes trans, mais elles ne sont plus du genre qui leur a été assigné à la naissance. Et enfin, la dernière définition, c'est ce qu'on appelle une personne cisgenre, donc c'est l'inverse d'une personne transgenre, tout bêtement. C'est une personne dont le genre actuel correspond au genre qui lui a été assigné à la naissance. Donc, c'est pas un terme bizarre ou quoi que ce soit, mais c'est simplement un terme qui est construit de la même manière que transgenre. Trans, ça veut dire de l'autre côté, ça veut dire qu'on a changé de genre par rapport à celui qui a été assigné à la naissance. Et cis, ça vient du latin aussi, ça veut dire du même côté. Donc on le retrouve par exemple dans Transjordanie et Cisjordanie, qui veut dire de l'un et l'autre côté du fleuve Jourdain. Donc une personne cisgenre, c'est une personne qui est du même côté, qui n'a pas changé de genre par rapport au genre qui lui a été assigné à la naissance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les transmettre à Rachel. S'il y en a qui sont vraiment très, très, très à propos et qui nécessitent d'être répondues maintenant, je le ferai avec plaisir. Donc il y a une première personne qui demande de définir genre. Ben c'est pas forcément nécessaire d'en donner une définition extrêmement formelle, mais vous savez en fait toutes et tous ce que c'est le genre. Je viens de dire toutes et tous. C'est ce système qui divise
la société en 2 grandes catégories, les hommes et les femmes, dont bien entendu les personnes trans généralement essaient de s'extraire. Et c'est un mot voilà, qui a une double définition qui désigne à la fois le système qui divise l'ensemble des êtres humains dans ces 2 catégories, hommes et femmes, et finalement, chacune de ces 2 catégories, ça désigne aussi les hommes et les femmes. Homme, c'est un genre et femme, c'est un genre. Pour les personnes non binaires, il y a tout un tas d'autres genres qui sont envisageables. Mais voilà, ça a cette double définition, à la fois des catégories elles-mêmes et du système, quand on dit le genre, qui est ce qui organise ces catégories dans la société, donc le langage, les vêtements, etc. Mais je vais rentrer plus dans le détail après. Quelques exemples de personnes trans célèbres que vous connaissez peut-être pour certaines d'entre elles. Donc on a Nathalie Wynn, par exemple, qui est une youtubeuse très célèbre qui a une chaîne qui s'appelle ContraPoints, où elle essentiellement fait des vidéos très longues, très bien mises en scène, où elle parle de politique. Freddie McConnell, qui est un journaliste anglais, un des premiers hommes trans à avoir été enceint et à l'avoir rendu public, et qui a fait un documentaire là-dessus, donc un homme trans, hein, donc qui a été assigné femme à la naissance, qui avait encore son utérus et donc qui a porté un enfant. Petra de Sutter, c'est une femme trans, donc qui a longtemps été députée européenne, donc elle est belge, hein, et qui aujourd'hui est ministre en Belgique, donc ministre, je crois, du transport et de l'industrie, et donc qui est une des premières femmes trans à avoir été ministre au monde, pas la première. Tomoya Osoda, qui est un homme trans japonais, qui est qui est le premier homme trans à avoir été élu au suffrage universel lors d'une élection locale dans sa commune au Japon. Mais donc vous voyez, il y a des personnes trans dans toutes les professions et qui font des choses extrêmement variées de leur vie, de tout âge. Il y a autant de personnes, il y a autant de diversité de personnes trans que de diversité de personnes cisgenres. D'autres définitions, peut-être sur des termes que vous avez déjà entendus, notamment une question qu'on pose très souvent, qui est: est-ce qu'il y a une différence entre les termes transgenre, transsexuel ou trans tout court? La réponse la plus simple, même s'il y a plein de manières d'y répondre, est de dire que vraiment ce sont des termes qui veulent dire la même chose, juste qu'ils ne sont pas utilisés dans les mêmes contextes et par les mêmes personnes. Transgenre est le terme préféré aujourd'hui, et le terme que vous devez utiliser si vous n'avez pas spécialement d'avis sur la question, et surtout si vous n'êtes pas trans vous-même, parce que c'est le terme qui est considéré le plus respectueux. Parce que transsexuel, à l'inverse, est un terme qui est d'origine médicale, qui a été inventé par le corps médical et qui décrit au départ ce qu'on considérait alors comme un symptôme psychiatrique. Pendant très longtemps, on considérait que la transidentité, le fait d'être une personne trans, était une maladie psychiatrique, et le terme transsexuel était le terme qu'on utilisait pour désigner les personnes atteintes de cette supposée maladie. Donc on a forgé le terme transgenre, qui vient plutôt des personnes trans, mais vous allez avoir plein de personnes, notamment des personnes un peu plus âgées, des personnes trans de génération antérieure à la mienne, qui vont utiliser le terme transsexuel sans le considérer comme péjoratif, et qui vont l'utiliser pour elles-mêmes. Donc évidemment, ne corrigez pas des personnes trans qui utilisent le terme transsexuel pour elles-mêmes. Ce serait très, très, très mal poli de ne pas les laisser se désigner comme elles veulent. Mais si vous n'êtes pas concerné, transgenre est le terme qu'on considère comme le plus poli aujourd'hui. Transsexuel ne signifie en aucun cas on voit des fois des gens qui différencient transgenre et transsexuel en disant que ça ne veut pas dire la même chose. Par exemple, que transsexuel désignerait des personnes qui ont changé de sexe dans le sens de faire une opération de réassignation de leurs organes génitaux. Mais c'est vraiment une différence qui a pas vraiment de sens, hein. Vraiment, c'est des termes qui disent la même chose. Vous allez juste avoir des personnes différentes qui vont les utiliser, et si vous n'avez pas utilisé
transgenre, ou même plus simplement, si vous voulez inclure tout le monde, utilisez tout simplement trans, qui est un terme très très clair aujourd'hui et de plus en plus utilisé. D'autres termes que vous pouvez croiser et qui sont plus ou moins liés à la question de la transidentité. Personnes intersexes, donc des personnes intersexes et des personnes dont les caractéristiques physiques à la naissance, mais ça peut se révéler aussi après la naissance, ne correspondent pas aux attentes du corps médical, quand justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils essaient d'assigner les personnes à la catégorie homme ou femme. C'est-à-dire qu'on va avoir des caractères qui généralement, enfin des caractères que généralement on assigne à la catégorie homme et à la catégorie femme sur la même personne. Donc ça peut être des organes génitaux externes, ça peut être des organes internes, ça peut être plein de choses. Alors c'est une variation normale de la nature. Il y a un petit pourcentage de personnes qui naissent intersexes et c'est parfaitement normal, c'est pas une maladie. On vit très bien en étant intersexes. Par contre, le système médical et administratif qui derrière va assigner les personnes dans deux catégories s'en accommode très mal. Et c'est pour ça que on fait souvent subir des interventions médicales un peu forcées, enfin en tout cas non consenties, puisque c'est des enfants, donc on demande à peine leur avis aux parents, mais en tout cas on ne demande pas leur avis aux enfants, à ces personnes qui naissent intersexes pour les faire rentrer dans une des deux cases, parce que en fait on n'est pas capable, le système médical et administratif n'est pas capable de fonctionner en dehors de ces deux cases. Donc, c'est des opérations qui sont lourdes, qui peuvent être des opérations chirurgicales ou des traitements hormonaux qui ne sont pas consentis par des enfants alors qu'ils sont en parfaite santé. Et enfin, c'est un peu lié à la question trans parce que beaucoup de personnes intersexes peuvent être trans parce que du coup, cette assignation, encore plus pour les personnes intersexes que pour les personnes cis, on s'aperçoit là à la naissance cette assignation à la catégorie homme-femme de cette dimension vraiment arbitraire, parce que les médecins ne catégorisent pas en fonction de critères qui font sens lorsque les personnes sont intersexes. Et donc, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent choisir finalement d'être d'un autre genre que celui qui a été assigné à la naissance, mais toutes les personnes, enfin la majorité des personnes intersexes sont cis, c'est-à-dire restent du genre quand même qui leur a été assigné à la naissance toute leur vie. Et la majorité des personnes trans ne sont pas intersexes, même s'il y a bien entendu des personnes qui sont intersexes et trans. Un autre terme qu'on voit souvent quand on parle de transidentité, c'est AMAB et AFAB. Donc ça vient de l'anglais, ça veut dire assign male at birth, donc assigné homme à la naissance, et assigné femme à la naissance. Donc c'est des termes qu'on utilise parfois pour désigner toutes les personnes qui ont été assignées hommes ou assignées femmes à la naissance, indépendamment de leur genre aujourd'hui, de si elles ont transitionné ou pas. On les voit très souvent utilisés. C'est quand même rarement pertinent d'utiliser ces termes. Souvent, les gens les utilisent pour en fait désigner des personnes qui ont des organes internes en commun. Par exemple, vont utiliser AFAB pour désigner toutes les personnes qui ont un utérus. Mais en réalité, c'est beaucoup plus pertinent à ce moment-là, si on parle par exemple de règles ou de possibilité d'être enceinte, de désigner simplement les personnes qui ont un utérus en disant les personnes qui ont un utérus, parce qu'il y a plein de personnes AFAB, notamment des personnes intersexes qui n'ont pas, n'ont pas d'utérus, et donc c'est pas pertinent pour elles. Vraiment, c'est rare que les catégories assignées homme à la naissance et assignées femme à la naissance soient pertinentes en elles-mêmes. Si c'est pour désigner des catégories qui en fait regroupent des gens sur des caractéristiques corporelles, il suffit tout simplement de désigner ces caractéristiques corporelles-là. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. On essaiera de synthétiser à la fin, et en fonction, les questions sur, par exemple, les personnes intersexes, c'est pas forcément l'objet de cette formation aujourd'hui, et je suis pas non plus moi-même expert du sujet, mais en fonction du temps qui sera disponible à la fin, on essaiera, d'y répondre du mieux qu'on peut. Tout va bien? Je vous ai pas perdu? On peut passer à la suite? Je me rafraîchis un peu.
parce que je parle vite. Parfait, tout va bien. Bon, une fois qu'on a ces définitions, qu'est-ce que font les personnes trans? Transitionner, c'est quoi concrètement? Quand on est assigné d'un genre à la naissance, il y a tout un tas d'usages qui se mettent en place et qui vont, entre guillemets, renforcer cette catégorie du genre sur nous. Donc, on va avoir un prénom qui va correspondre à notre genre. Généralement, sans nous demander trop notre avis, on va nous habiller avec des vêtements qui correspondent à des codes genrés de petits garçons ou de petites filles. Et puis, même jusque dans le langage, on va utiliser il, elle, on va accorder les pronoms différemment. Et donc, tous ces marqueurs-là du quotidien qui sont vraiment partout en fait dans nos vies, qui nous assignent un genre, quand on transitionne, on va essayer de les changer. Donc, dans un premier temps, souvent, parce qu'on peut le demander à son entourage proche, parce que c'est quelque chose qui n'implique pas de se changer soi-même, mais fait participer tout le monde et que le genre, c'est vraiment quelque chose qui est quelque chose de social. On va changer de prénom et de pronom, justement en société, dans la manière dont on interagit avec les autres. On va demander aux personnes d'utiliser un pronom féminin, par exemple, si on est une femme trans, et de faire des phrases et de parler de nous en nous accordant au féminin. Donc, on va changer de pronom et de prénom. On va d'abord le demander à son entourage et puis on va essayer de le faire entériner par l'administration. Donc, on va essayer de changer son prénom et son sexe enregistré à l'état civil pour avoir des papiers et une carte d'identité qui correspondent à cet usage et au genre qu'on a dans le quotidien. Alors tout ça, c'est notamment le processus administratif, c'est un processus très complexe dont on pourrait demander qu'il change. Ça fera l'objet notamment de la deuxième formation parce que c'est des processus qui sont encore beaucoup trop compliqués aujourd'hui et sujets à beaucoup de discrimination. Donc on va changer ces choses les plus évidentes, les prénoms, le pronom, tout ce qu'ils trouvent dans le langage. Mais on va aussi changer d'apparence sociale, très souvent. Souvent, les personnes trans vont changer leur manière de se vêtir et choisir des vêtements qui correspondent plus au code du genre dans lesquels elles souhaitent vivre. Et puis, ça peut aller aussi passer par des changements d'apparence physique au moyen de procédures médicales. Et donc, vous avez plein de personnes trans qui vont prendre des hormones ou des bloqueurs d'hormones qui vont changer leur apparence de manière à avoir un corps d'apparence plus féminine ou masculine, encore une fois, dans la manière dont on considère les corps dans la société aujourd'hui. Vous allez aussi avoir des personnes qui vont faire des chirurgies esthétiques du visage, qui vont se faire enlever les seins, qui au contraire vont se faire des mammoplasties pour avoir une poitrine plus visible. Vous allez avoir des personnes qui vont faire des opérations aussi de réassignation génitale, notamment par exemple des vaginoplasties. Vous avez vraiment tout un tas de choses qui permettent de changer à la fois la manière dont on est en société et la manière dont on est soi et dont on se présente aux autres, qui vont faire que petit à petit, la société qui nous assignait dans un genre va être forcée de nous reconnaître dans un autre genre. Bien évidemment, aucun de ces processus-là n'est obligatoire. Les personnes trans font ce qu'elles veulent. Il y a plein de personnes trans, par exemple, qui ne font pas de chirurgie. Il y a plein de personnes trans même qui ne prennent pas d'hormones. Il y a plein de personnes trans qui s'habillent de manière très neutre et qui, de toute façon, s'habillaient de manière très neutre avant de transitionner et qui continuent de s'habiller de manière très neutre après. Il y a plein de personnes trans qui changent de prénom et de pronom dans l'usage, mais sans forcément changer leurs vêtements. Vraiment, tout est possible. Quand on transitionne, on choisit ce qu'on fait, on choisit ce qu'on change, on choisit ce qu'on veut faire changer dans l'usage par les autres personnes. Et en aucun cas, il appartient à d'autres personnes d'aller dire aux personnes trans ce qu'elles doivent faire et comment elles doivent se comporter. Mais ça fait partie de toutes les choses que peuvent faire les personnes trans pour changer la manière dont elles existent en société et simplement le genre dans lequel elles vivent au quotidien. Pourquoi faire ça Parce que souvent, ça permet aux personnes d'être reconnaître dans le genre dans lequel
d'être connue dans le genre dans lequel elle souhaite vivre, d'alléger ce qu'on appelle la dysphorie de genre et qui en fait désigne la souffrance qu'a une personne de ne pas se voir et de ne pas être vue par les autres dans le genre dans lequel elle souhaiterait vivre. Bon, je l'ai déjà dit sur cette slide, il n'y a vraiment rien d'obligatoire dans aucun de ces processus, mais très souvent, ça aide les personnes trans en fait tout simplement à alléger la souffrance qu'elles ont, si elles en ont, mais c'est quand même très souvent le cas, de vivre dans un genre qui n'est pas celui dans lequel elles souhaitent vivre. On le voit par exemple de manière très mesurable, l'accès aux soins, notamment aux hormones et aux chirurgies dont je parlais, fait baisser le taux de suicide des personnes trans de manière drastique parce que ça leur permet de moins souffrir de la dysphorie, de moins souffrir de la violence transphobe aussi parce que elles ont une apparence qui correspond plus au genre dans lequel elles souhaitent vivre. En pratique, tout ça est très difficile, à la fois les changements administratifs, à la fois l'accès aux soins, parce qu'il y a énormément de transphobie, parce que le système médical lui-même est transphobe, parce que c'est cher et que la sécurité rembourse mal. Tout ça, on en parlera dans la deuxième formation, mais vous devez bien avoir conscience que le plus dur pour une personne trans, c'est de faire ce qu'elle a envie. C'est pas de ne pas faire ce dont elle n'a pas envie. Je le dis vraiment, je le répète, aucun de ces processus n'est obligatoire, mais les personnes trans, généralement, le savent bien. Et le risque souvent auquel font face les personnes trans, c'est plutôt le risque de ne pas de renoncer à des soins, de renoncer à des changements qu'elles pourraient faire dans leur vie, alors qu'il leur ferait du bien, plutôt que le risque de faire des choses dont elles n'ont pas envie. Personne n'a jamais été forcé de faire une chirurgie, personne n'a jamais été forcé de prendre des hormones, c'est tout le contraire. Les personnes trans sont généralement découragées à le faire. Donc si vous avez des personnes trans dans votre entourage qui hésitent à faire certaines choses dans leur transition, à essayer des soins, à essayer des hormones, etc., le bon discours, c'est certes de leur dire que rien n'est obligatoire, mais c'est surtout de leur dire qu'elles seront acceptées inconditionnellement, qu'elles le fassent ou non, mais surtout même si elles le font, parce que vraiment toute la société encourage les personnes trans, entre guillemets, à ne rien faire d'autre que de changer leur pronom ou changer leurs vêtements, parce que les procédures médicales sont très mal vues, alors que très souvent elles améliorent énormément le confort de vie pour plein de personnes, et elles sont vraiment salvatrices. Donc c'est très important de dire aux personnes trans que quel que soit ce qu'elles font, qu'elles fassent plus ou qu'elles fassent moins, elles seront toujours acceptées et que vous allez toujours prendre soin d'elles si vous êtes dans leur entourage. Tout va toujours bien? Vous arrivez à suivre? Moi, j'arrive pas à lire tout ce qui se passe dans le chat. Rachel me transmet les questions et enfin, en tout cas, les met de côté pour la fin. Tout va très bien. OK. Bon, je suis rassuré. Tout roule, me dit Rachel. Est-ce que c'est une mode, la transition? On a expliqué ce que c'était transitionner. Peut-être que enfin pour beaucoup d'entre vous, j'espère que c'est très clair et que vous savez bien que ça ne l'est pas, mais c'est quand même un discours qu'on entend beaucoup parce que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de transidentité, notamment dans les médias. Et donc il faut peut-être un peu expliquer pourquoi, pour pas laisser cette idée s'installer. C'est pas une mode. Ça, je préfère le dire tout de suite. Dans toutes les sociétés qui divisent finalement la population en catégories comme ça, hermétiques, hommes et femmes, alors même qu'on l'a vu, c'est pas vrai biologiquement, il y a des personnes intersexes et la biologie est bien plus complexe qu'une catégorisation binaire en deux catégories. Dans toutes les sociétés qui divisent entre hommes et femmes, il y a des personnes qui passent de l'une à l'autre de ces catégories de manière différente, selon la manière dont le genre s'organise, selon les différents rôles sociaux que peuvent avoir les hommes et les femmes dans les différentes sociétés. La transition et le fait d'être une personne trans ne recouvrent pas exactement les mêmes réalités, mais les personnes trans existent partout où il y a des hommes et des femmes, et les transitions médicales sont aussi vieilles que la médecine. C'est-à-dire que dès lors que la médecine a permis d'aider à ces processus
de transition d'un genre à l'autre, ou en tout cas hors d'une catégorisation binaire, et ben il y a des médecins qui sont venus en aide à des personnes trans, ou des personnes trans qui sont allées voir des médecins en leur disant j'ai besoin de ça, est-ce qu'on peut essayer ça? Et donc il y a eu des personnes qui ont fait des opérations, des personnes qui ont pris des hormones. C'est vraiment aussi bête, aussi vieux que la médecine moderne. J'ai vraiment la voix qui s'assèche, je suis désolé. Je vais essayer de parler un peu plus lentement. Donc ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas plus de personnes trans qu'avant. Il y a, il y a, il y a, il y a peut-être plus de personnes qui transitionnent et qui accèdent à des soins médicaux. Ça, c'est une réalité. Mais on peut tout simplement l'expliquer par le fait que il y a une meilleure tolérance de la société à la transidentité. Ce fait qu'il y a plus de personnes qui osent en parler, et plus de personnes qui font effectivement une transition sociale ou médicale et qui rendent public leur désir de changer de genre. Là où auparavant, il y avait peut-être des personnes qui avaient ce désir, mais restaient toute leur vie enfermées avec cette idée, ou simplement voire en souffraient terriblement au point de ne pas y survivre, mais sans qu'on accepte que ce soit effectivement quelque chose pour elles de possible de changer de genre. Donc il y a de plus en plus de personnes qui osent en parler, hein, c'est comme avec l'homosexualité. Il y a évidemment plus de personnes qui restent en couple homosexuel dès lors que la société le tolère plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de personnes homosexuelles qu'avant, juste auparavant, elles se cachaient, elles se mariaient quand même dans des couples hétérosexuels pour pouvoir justement se cacher. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient hétérosexuelles. Là, il y avait des personnes trans auparavant qui probablement ne transitionnaient pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas trans. C'est juste, voilà, il y a une meilleure tolérance de la société aujourd'hui qui fait qu'il y a un plus grand accès aux soins, il y a un plus grand nombre de personnes qui transitionnent effectivement, et peut-être aussi des personnes qui en parlent un peu plus jeunes qu'auparavant, là où auparavant ça pouvait être tellement mal toléré dans les familles que les personnes ne transitionnaient qu'une fois leur indépendance financière acquise, qu'une fois indépendantes de leur famille, ou coupées des cercles sociaux dans lesquels elles avaient grandi. Mais le fait qu'il y ait une plus grande tolérance et qu'il y ait plus de personnes trans est plutôt une bonne nouvelle plutôt que l'inverse. Ce qui est certain, c'est qu'il y a extrêmement peu, et ça de nombreuses études le prouvent, de personnes trans qui regrettent leur transition. C'est vraiment infime, et ça ne justifie pas qu'il y ait le plus de 99% de personnes qui, au contraire, souffrent de ne pas pouvoir transitionner parce qu'il y a une infime proportion de personnes, qui le regrettent. Voilà, les opérations médicales et les soins auxquels accèdent les personnes trans font partie de tous les soins offerts par la médecine, de ceux qui ont les plus faibles taux de regret quand on demande aux patients après une opération. On demande par exemple après une opération du cœur, les taux de regret des patients, ils sont par exemple généralement beaucoup plus importants qu'après une opération qu'a demandé une personne trans pour se sentir mieux dans son genre. La transphobie, donc je vous l'ai dit, heureusement, elle recule, et c'est probablement je veux dire, à l'échelle vraiment de l'histoire, quoi, du XXe siècle, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a l'impression qu'il y a il y a plus de personnes trans. Mais la transphobie, elle est d'abord institutionnelle, quoi. C'est pas forcément les interactions que vous allez avoir tous les jours avec les personnes trans, ou simplement des phrases ou des insultes ou des choses comme ça. D'abord, la transphobie, en fait, c'est des réalités vraiment sociales. C'est un accès plus difficile au logement. Pour les personnes trans, c'est parfois très difficile d'accéder à un logement parce que leur apparence ne correspond pas à leur état civil, parce que sur leur dossier d'impôt, elles n'ont pas le même nom il y a 2 ans qu'aujourd'hui. C'est aussi plus difficile d'accéder à l'emploi, tout simplement quand des personnes trans sont visiblement trans, bah, elles subissent des violences
sur leur lieu de travail, et les employeurs généralement ne veulent pas s'encombrer d'avoir à gérer la transphobie potentiellement d'autres collègues, etc., quand ils ne sont pas transphobes eux-mêmes. Et elles ont un accès aussi plus difficile au système de santé, à la fois pour accéder aux soins qui leur sont utiles pour leur transition, mais aussi tout simplement pour accéder aux soins en général, parce que quand elles vont avoir des soucis de santé, vous allez avoir des médecins qui vont essayer de tout expliquer par leur transidentité, alors que ça n'a aucun rapport. Le résultat, c'est qu'elles sont beaucoup plus précaires que le reste de la population, hein, les personnes trans, et que du fait de cette précarité, elles font face aussi à beaucoup plus de violences, parce que la précarité expose de manière accrue aux violences. Donc c'est des violences qui sont vraiment systémiques dans l'espace public, dans l'espace privé, qui sont administratives et médicales, donc qui viennent directement d'institutions de l'État, et pas seulement des violences interpersonnelles. Je creuse pas plus là-dessus. Ce sera l'objet de la partie 2 de la formation. Si ça vous intéresse, on se reverra dans quelques semaines pour discuter de ça de manière plus précise. Bon, je vais accélérer un peu parce que le temps s'écoule. Qu'est-ce que c'est du coup combattre la transphobie au quotidien? Je vais diviser ça en trois parties. Combattre la transphobie au quotidien, c'est et c'est le plus important, reconnaître les personnes trans dans leur genre. C'est aussi ne pas ramener tous les sujets à leur transidentité, c'est construire avec elles des espaces qui leur sont adaptés, et enfin, c'est se positionner de leur côté face aux polémiques transphobes. On commence par la première partie, reconnaître les personnes trans dans leur genre. Tout va bien? Tout le monde me suit? Vous avez bien noté ces 4 parties? Allez, c'est parti. 1. Reconnaître les personnes trans dans leur genre. C'est très simple, je vais passer vite là-dessus. C'est tout simplement, on l'a vu, une personne trans, elle va changer de prénom, de pronom, et donc elle va demander à son entourage de respecter ses pronoms et ses prénoms. Donc reconnaître les personnes trans dans leur genre, c'est respecter ça. On appelle mégenrer le fait d'utiliser involontairement ou volontairement le mauvais prénom pour quelqu'un. Donc si vous avez une femme trans qui vous demande d'utiliser les pronoms elle et des adjectifs au féminin pour parler d'elle, et que vous parlez d'elle au masculin, on va parler de mégenrer. Donc voilà, mégenrer, c'est faire ça, c'est se tromper volontairement ou involontairement de pronom ou de prénom pour une personne trans. Utiliser l'ancien prénom d'une personne trans, c'est la même chose, même si vous ne mégenrez pas. Si vous utilisez son ancien prénom, ce qu'on appelle le dead name, c'est aussi très mal poli, voire extrêmement violent. Si c'est volontaire, c'est évidemment une violence, quoi. Mais même si ça l'est pas, ça peut être perçu comme extrêmement violent par la personne. Une personne trans, elle peut vous dire son genre de plein de manières différentes. Elle peut vous le dire de manière très explicite, en vous disant bonjour, moi je m'appelle Maude, mes pronoms c'est elle, et faut m'accorder au féminin, comme je viens de le faire. Elle peut vous le dire explicitement, mais indirectement. Par exemple, si je vous dis Rachel, c'est la modératrice à qui il faut envoyer les questions, je vous ai indiqué que Rachel se genrait au masculin parce que j'ai accordé modératrice au féminin, pardon, parce que j'ai accordé modératrice au féminin. Et donc c'est une information explicite. Vous ne pouvez pas trop vous tromper si quelqu'un qui sait accorder soi-même au féminin, vous l'accordez ensuite au féminin, mais c'est indirect. Et enfin, ça peut être implicite, c'est-à-dire que si une personne utilise d'autres codes sociaux que le langage qui sont généralement attribués à un genre ou à un autre, et ben elle vous dit son genre, même si vous ne pouvez pas supposer forcément toujours que ces codes sociaux sont clairs et que son genre effectif correspond à ces codes sociaux. C'est quand même quelque chose qu'elle essaie de vous transmettre par son apparence, par sa présentation de soi, et que vous devez prendre en compte dans l'appréciation que vous allez avoir du genre de la personne. En tout cas, lorsque c'est explicite, lorsqu'une personne vous dit clairement ses pronoms, ou même simplement qu'elle va se genrer au féminin, au masculin,
ou au neutre dans une phrase. Je suis désolé, Rachel. Vous devez absolument respecter le genre dans lequel la personne se présente. Lorsque ce n'est pas explicite, ben, c'est à vous de faire un peu de jugeote pour genrer la personne correctement. Donc faire un peu de jugeote, faire preuve d'un peu de jugeote, c'est par exemple attendre d'être sûr en attendant que la personne se genre explicitement, ou utiliser en attendant des tournures neutres où vous accordez pas à la personne en attendant de savoir. Mais c'est pas y aller avec vos gros sabots en posant la question. Et ça, c'est une idée reçue un peu à démonter. Il existe des espaces, notamment des espaces militants, où demander les pronoms aux personnes, c'est normal. On va dire à chaque personne, est-ce que tu peux te présenter et donner ton pronom, ou simplement on va rencontrer une nouvelle personne et on va lui demander comment elle s'appelle et quels sont ses pronoms. C'est rare ces espaces, et ça convient à plein de personnes, mais il y a aussi plein de personnes à qui ça convient pas, et c'est important de s'en rendre compte et de l'avoir en tête. Si une personne ne vous dit pas spontanément ses pronoms, souvent il est beaucoup plus poli et beaucoup plus adroit de simplement pas la genrer, comme je vous l'ai dit, et d'attendre qu'elle se genre elle-même et qu'elle donne vraiment un signe explicite, ou éventuellement d'attendre que d'autres personnes en qui vous pouvez avoir conscience, parce que vous savez que ces autres personnes la connaissent plus que vous, que d'autres personnes la genrent. Et notamment, il y a un truc absolument à éviter de faire, qui est de demander ses pronoms à quelqu'un uniquement quand une personne trans est présente, ou uniquement même parce que vous savez que cette personne est trans. Ça peut mettre extrêmement mal à l'aise. Et quand vous avez demandé ses pronoms à personne dans une pièce et que tout d'un coup vous demandez ses pronoms à une personne, il n'y a pas d'autre moyen plus explicite que de lui hurler à la figure bonjour, je vois que tu es trans, ce qui généralement peut être très mal perçu par la personne. Donc encore une fois, si vous avez un doute sur le genre d'une personne, c'est souvent beaucoup plus malin de se mettre en retrait et d'attendre d'en savoir plus en essayant de comprendre la situation, en écoutant la conversation, plutôt que d'y aller de manière très bourrine en lui demandant, et donc du coup en potentiellement la mettant mal à l'aise. Sauf si voilà, vraiment c'est l'usage dans ces espaces, que tout le monde se demande ses pronoms et que c'est la norme, faites-le, mais c'est rarement en réalité la norme. Je vois la question à laquelle je vais répondre tout de suite. Comment s'excuser quand on se rend compte qu'on a mégenré quelqu'un par erreur? Effectivement, alors, soit des fois, c'est même pas la peine, parce que des fois, quand vous avez juste mégenré quelqu'un une seule fois, des fois, la personne ne s'en est même pas aperçue. Si vous l'avez genré correctement les 10 minutes qui précèdent et les 10 minutes qui ont suivi, souvent la personne ne s'en est même pas aperçue. Et donc là encore, vous allez probablement plus la mettre mal à l'aise en faisant de plates excuses, en lui rappelant que vous l'avez mégenrée, etc., plutôt que simplement en la regenrant correctement pendant l'heure qui suit, sans plus faire d'erreur. La meilleure manière de s'excuser, c'est de ne plus refaire l'erreur. Mais si vous avez fait l'erreur à répétition parce que vous n'aviez pas l'information, etc., excusez-vous de la manière la plus simple possible. Ne faites pas porter votre culpabilité à la personne. Je vois que Margot fait des blagues. Dites simplement, voilà, je suis désolé, je savais pas. Et puis genrez la personne correctement. N'en faites pas un plat, passez à autre chose, parce que sinon vous allez mettre mal à l'aise la personne encore plus qu'elle ne l'était auparavant. Vraiment, n'en faites pas tout un foin. Le principe, c'est simplement de genrer les personnes correctement. Idée reçue aussi, c'est en lien avec quand vous demandez les pronoms uniquement parce qu'une personne trans est là. Ça se voit pas toujours qu'une personne est trans. Ça se voit pas toujours de deux manières. Soit parce que la personne est trans, mais a une présentation extérieure qui correspond aux normes sociales de son genre assignées à la naissance, et pas de son genre réel. Donc, soit parce qu'elle n'a pas voulu faire de transition sociale, soit parce que c'est une personne qui va faire une transition médicale, par exemple, mais qui n'a pas commencé sa transition médicale. Et à l'inverse, ça peut être l'inverse aussi, c'est-à-dire une personne qui va ce qu'on appelle passer, c'est-à-dire que sa transition sociale et son apparence font qu'elles correspondent aux normes sociales du genre dans lequel elle vit, du genre dans lequel elle se présente, et vous ne savez pas qu'elle est trans si elle ne vous le dit pas.
je veux dire, il y a plein de personnes trans, des femmes trans, des hommes trans qui vont à la boulangerie, qui vont dans les commerces tous les jours, on leur dit bonjour monsieur, bonjour madame, personne ne se doute que c'est des personnes trans. Et, 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 et ça se passe très bien pour elles. Mais donc, des fois, vous allez considérer que tout le monde est cis dans la pièce parce que vous avez l'impression que tout le monde a une apparence de cis, mais il n'y a pas d'apparence de cis. Il y a des personnes trans qui ont exactement la même apparence que des personnes cis, et c'est même extrêmement courant, quoi. C'est énormément de personnes trans. Donc, il y a une diversité énorme de personnes trans, des personnes qui ont une apparence qui va correspondre à leur genre assigné à la naissance, malgré qu'elles ont changé leur pronom, leur prénom, des personnes qui dont l'apparence correspond aux normes de leur genre actuel, et vous n'avez aucun moyen de savoir qu'une personne est trans si elle ne vous le dit pas. Vous avez très probablement croisé des personnes trans dans votre vie sans savoir qu'elles étaient trans. C'est ce qui arrive justement à ma boulangère tous les jours. Deuxième point, ne pas faire un sujet de la transidentité des personnes. De la même manière que vous ne pouvez pas savoir si une personne est trans, aucune personne ne vous doit l'information de si elle est trans ou pas. Si une personne ne veut pas vous dire qu'elle est trans, elle n'a pas à vous le dire. Aucune personne trans ne vous doit déjà de réponse à cette question basique de est-ce qu'elle est trans ou non. Mais aucune personne trans ne vous doit non plus de réponse à d'autres questions plus ou moins intimes sur sa transition, encore moins si elle n'est pas proche de vous. Donc, elle ne vous doit pas de réponse sur comment ça s'est passé avec sa famille, quels soins médicaux elle a entrepris, si elle va faire des opérations, si elle en a déjà fait, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont de l'ordre de l'intime. Et si c'était pas de la transidentité, que de toute façon, vous ne poseriez pas à qui que ce soit. Je demande pas à quelqu'un que je connais depuis une demi-heure si il ou elle a déjà été opéré des amygdales quand elle était enfant. Et ben là, de la même manière, on ne demande pas à des personnes trans quels sont les soins qu'elles ont entrepris. Et de la même manière, les personnes trans ne sont pas là pour avoir des discussions politiques sur la transidentité à chaque fois que vous en croisez, sauf si, bien évidemment, c'est le cadre d'une discussion politique parce que vous êtes dans un espace militant, parce que vous êtes dans un espace de débat qui a été posé pour ça. Mais c'est vraiment quelque chose quand on est publiquement trans qui nous arrive vraiment très fréquemment, c'est que plein de gens nous posent plein de questions tout le temps en soirée, à table, quand on rencontre les amis de nos amis, etc., etc. Et ça peut être parfois pesant. Donc, essayez de vous abstenir quand ce n'est pas le cadre. Il y a plein de questions de toute façon auxquelles vous pouvez trouver des réponses sur Internet parce que justement, des personnes trans ont fait le travail de mettre ces réponses publiquement pour éviter qu'on ressollicite tout le temps les mêmes personnes. De la même manière, même si vous n'allez pas engager la discussion avec une personne trans, ne lancez pas le sujet de la transidentité dans la conversation simplement parce que vous savez qu'une personne trans est présente dans la pièce. Ça risque aussi de la mettre plus mal à l'aise qu'autre chose. Et enfin, dans les trucs qui mettent vraiment très mal à l'aise, évitez de complimenter les personnes sur leur transition, de leur dire, je sais pas, par exemple, que ça ne se voit pas, qu'elles sont trans ou même n'importe quel autre compliment. C'est extrêmement déplacé de faire ça. Par contre, vous pouvez faire des compliments que vous auriez fait à n'importe quelle personne cis, mais pas en lien avec la transidentité. Mais ça risque de mettre les personnes extrêmement mal à l'aise. Dans la même catégorie de ne pas faire un sujet de la transidentité des personnes, il y a un point qui est vraiment très important, c'est de respecter la vie privée des personnes, pas seulement en leur posant pas de questions intimes quand c'est pas le cadre, mais aussi en ne donnant pas d'informations à d'autres personnes sur la transidentité des personnes, enfin sur la transidentité des personnes trans, sans leur accord. Seule une personne trans peut décider elle-même si elle veut révéler ou non qu'elle est trans. Vraiment, vous ne devez en aucun cas révéler la transidentité d'une personne à une autre personne sans l'accord de la personne trans concernée, même si elle ne le cache pas, même si elle ne le rend pas public.
toutes les informations à propos de la transidentité des personnes sont des informations privées et qu'elle seule doit pouvoir décider ou non de donner. Une idée reçue un peu sur ne pas faire un sujet de la transidentité, enfin sur cette question-là de comment interagir avec les personnes trans et notamment comment ne pas en faire un sujet, c'est qu'il faudrait absolument être déconstruit pour pouvoir être une personne qui ne fait pas d'erreur avec les personnes trans. Je bois encore un peu d'eau parce que ma voix est en train de lâcher et j'y viens. Profitez-en pour me dire si tout va bien ou pas dans le chat. Ça me rassure. Ok, tout va toujours très bien. Bon, cette idée qu'il faut être déconstruit, on la voit vraiment très, très souvent, mais en réalité, c'est pas quelque chose qui est si central. Vous pouvez parfaitement être très poli avec les personnes trans, les genrer correctement, ne pas leur poser de questions gênantes, sans du tout être expert en vocabulaire et en concept autour de la transidentité, sans même avoir toutes les définitions dont je vous ai parlé au début, sans même avoir l'idée de distinguer sexe et genre sans connaître de pronoms neutres, en tout cas quand il n'y a pas de personnes trans non binaires qui vous a demandé d'utiliser un pronom neutre, sans même avoir voilà, tout un tas de concepts qui sont liés à la transidentité, sans les avoir. En fait, il y a plein de personnes trans que vous pouvez respecter simplement en respectant des principes de décence et de politesse de base, alors qu'à l'inverse, vous pouvez aussi avoir tout un tas d'informations et de concepts autour des personnes trans et être extrêmement maladroit, par exemple, justement en demandant ces pronoms à une personne trans alors que vous les avez visiblement pas demandé aux autres personnes de la pièce, etc., etc. Vous allez probablement être une personne moins accueillante et moins agréable pour les personnes trans qu'une personne qui en fait n'en a rien à faire et traite les personnes trans exactement de la même manière que de la manière dont elle traite les personnes cis. Voilà, c'est pas une idée, c'est pas une question d'éducation, une question de vocabulaire ou de formation, c'est vraiment une question de politesse et de pas faire des grosses bourdes et de pas faire tout le temps un sujet de la transidentité des personnes. Troisième point, et ensuite il y en aura un quatrième, et ensuite on passera aux questions. Construire des espaces adaptés aux personnes trans. C'est une question importante parce que les personnes trans, elles font face au quotidien vraiment à énormément de transphobie hein, dans l'espace public, dans l'espace privé, face aux administrations. Il y avait une question, je répondrai peut-être à la fin si on a le temps sur ce qu'est la transphobie administrative. Et donc construire des espaces adaptés aux personnes trans, c'est construire des espaces où le plus possible, elles vont être préservées de ces violences. Et je vais dire les choses très clairement, et c'est pas toujours agréable à entendre. La première chose à faire pour préserver le plus possible les personnes trans des violences transphobes dans un espace, eh bien, c'est de sortir les transphobes de ces espaces. C'est de virer les transphobes de ces espaces. Et c'est parfois très difficile quand on est une personne cis et que on a d'un côté des amis transphobes, mais dont en fait on se rend pas trop compte au quotidien parce que en fait ils fréquentent pas eux-mêmes des personnes trans et donc le sujet de la transidentité vient pas souvent et donc c'est juste un détail et c'est pas quelque chose qui est gênant dans la relation qu'on a avec eux. Et puis de l'autre côté des personnes trans qu'on a aussi comme amis et puis que tout d'un coup on doit organiser son anniversaire et inviter les deux. Et puis, on invite la personne trans en lui disant ah bah je suis désolé, il y a machin, des fois il est pas très ok, mais t'inquiète pas, c'est pas méchant. Et puis j'essaie de le déconstruire et de lui apprendre, etc. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut l'assumer. Si vous voulez vraiment que les personnes trans de vos amis se sentent à l'aise à votre anniversaire, et que vous avez aussi des amis qui sont un peu transphobes, parfois beaucoup, mais parfois juste un peu, ça suffit, il va falloir ne pas inviter vos amis transphobes. Ou alors être très clair avec vos amis transphobes et leur dire, tu fais un truc transphobe, et la prochaine fois, je t'invite pas. Mais vous pouvez pas choisir. Malheureusement, vous ne pouvez pas
être inclusif des personnes trans si vous n'êtes pas exclusif des personnes transphobes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux souligner parce que souvent, on pense que c'est des règles, des processus à mettre en place, etc. Alors que vraiment, la première chose à faire, c'est de faire le choix, parfois difficile, de se couper de personnes transphobes pour pouvoir accueillir des personnes trans dans vos espaces. Il faut bien avoir conscience que de toute façon, toutes les personnes transphobes ont plus ou moins dû se couper, alors ou parfois n'ont pas pu, mais du coup subissent encore ces violences d'un tas de personnes dans leur vie qui n'ont pas accepté leur transition et se sont révélées transphobes. Si vous voulez rester avec elles, eh ben, il faut vous aussi faire vos choix. Je vois la question comment faire en entreprise. En entreprise, bah, vous ne pouvez pas toujours exclure vos collègues si vous n'êtes pas leur chef, par exemple. Mais déjà, par exemple, ben, ça peut être un motif de licenciement, hein, la violence d'un salarié envers un autre. Et ça veut dire se mettre du côté des personnes trans et ne pas essayer d'apaiser les tensions. Au contraire, il faut des fois assumer la conflictualité contre les personnes transphobes. C'est le seul moyen que les personnes trans se sentent soutenues et se sentent à leur place parce que en fait, elles ne sont pas les seules à être dans le conflit. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément directement concernées, qui vont se ranger de leur côté et assumer le conflit contre les transphobes avec elles. On parlera hein, notamment des discriminations au travail un peu plus dans la deuxième formation. Idée reçue quand même importante sur la question des espaces hein, pour accueillir les personnes trans. L'idée que pour qu'un espace soit inclusif des personnes trans, il faudrait absolument tout dégenrer tout le temps. Et comme à chaque fois, j'annonce le titre de la slide et je me rafraîchis avant de venir. Inclure toutes les personnes trans, inclure les personnes trans dans un espace, ça implique pas forcément de dégenrer cet espace si au départ c'est un espace qui se veut non mixte, par exemple seulement pour les femmes ou seulement pour les hommes. Vous avez le droit de faire un espace ou de ne parler que des femmes, dès lors que en fait vous êtes inclusif des femmes cis et des femmes trans, sans parler des hommes. On peut parler par exemple des violences faites aux femmes, ça n'interdit pas de parler des violences que peuvent subir les hommes trans qui sont une évidence et qui existent et qui sont des violences de genre parfois très importantes et qui peuvent aller évidemment jusqu'aux violences ultimes hein, que sont le meurtre. Mais c'est des sujets qui sont bien, en fait, extrêmement différents. De même qu'en fait, les violences que subissent les femmes cis et les femmes trans sont aussi différentes, mais il y a une unité des violences que subissent toutes les femmes, cis ou trans, hein, bien entendu. Les femmes trans subissent énormément de violences misogynes, hein, notamment dans la rue, et même de sexisme ordinaire dans, dans, dans le travail et dans l'espace privé et public. Et donc, on peut parler de violences faites aux femmes pour parler de toutes ces violences que subissent toutes les femmes, cis et trans, et pour désigner l'unité et tous les mécanismes qu'on va retrouver dans les violences qui concernent les femmes cis et les femmes trans. C'est pas transphobe de parler de ça, dès lors qu'on va aussi parler en les nommant aussi pour ce qu'elles sont, des violences que vont subir les hommes trans, des violences que vont subir les hommes homosexuels, qui sont aussi en réalité des violences de genre, parce que quand on est homosexuel, on contrevient à l'hétérosexualité et à l'hétérosexisme. Toutes ces violences-là, on peut en parler, et on n'est pas obligé à chaque fois de traiter toutes les questions en même temps, en dégenrant absolument tout. On peut organiser des événements en non-mixité de femmes pour parler de vécu commun entre femmes cis et femmes trans, et que non pas des hommes trans qui ont évidemment un vécu différent, puisque quand ils vont subir des violences, même s'ils sont perçus comme femmes, par exemple, ça veut dire qu'ils subissent aussi de la transphobie en même temps que ne subissent pas
que ne subissent pas des femmes cis. La misogynie, elle pèse sur toutes les femmes. La transphobie, l'homophobie, l'ambiphobie, elles vont de pair avec cette misogynie, mais c'est des mécanismes différents. Et donc, vous avez le droit de parler de mécanismes de genre pour parler de ce qui s'applique sur un genre donné, c'est pas transphobe en soi. Au contraire, je dirais même à l'inverse, changer quelques termes pour inclure les personnes trans ou non binaires, mais en réalité sans traiter la question des violences spécifiques que rencontrent les personnes trans ou non binaires, et ben c'est pas inclusif des personnes trans. C'est-à-dire que si vous parlez en réalité de violences faites aux femmes et que vous ne traitez des réalités que de violences subies par les femmes, mais que vous dégenrez pour inclure tout le monde, en réalité, vous avez fait l'inverse du travail, c'est-à-dire que vous avez fait croire que vous incluez les personnes trans parce que vous avez dégenré le langage, mais vous n'avez parlé que des réalités des violences faites aux femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de nommer correctement les choses par rapport à ce sur quoi on travaille. Si vous parlez de toutes les violences de genre que subissent les femmes cis, les femmes trans, les hommes trans, les hommes homosexuels, les femmes lesbiennes, etc., alors parlez de violences de genre. Si vous parlez de violences faites aux femmes que subissent les femmes trans et les femmes cis, parler de violences faites aux femmes. Voilà, c'est très important. La transphobie ne se situe pas dans le langage, forcément. Elle se situe dans la manière dont vous organisez les sujets et de qui vous refusez de parler et de qui vous refusez d'accepter ou non les réalités vécues. Dernier point, on a parlé de comment se comporter avec les personnes trans, on a parlé de ne pas faire un sujet de la transidentité des personnes, on a parlé de construire des espaces accueillants pour les personnes trans. Dernier point, et c'est très important de nos jours, et c'est pour ça peut-être qu'on fait cette formation, et ensuite on passera aux questions, être du côté des personnes trans dans les polémiques. Vous le voyez, et vraiment, je suis très contente du coup qu'on fasse cette formation aujourd'hui avec toutes des femmes. Il y a énormément de polémiques transphobes en ce moment dans les médias. Et c'est très important du coup de ne pas les relayer et de ne pas leur donner plus de visibilité qu'elles n'ont en faisant tout le temps un sujet. C'est très compliqué de se positionner quand on n'est pas concerné et qu'on voit des choses transphobes passer. Mais si en fait vous ne diffusez pas les travaux des personnes trans qui donnent les arguments et que juste vous vous offusquez des polémiques transphobes sans les contrer, vous allez simplement leur donner plus de poids et plus de diffusion sans faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire. Donc, informez-vous sur les transphobes, diffusez les travaux des personnes trans, c'est vraiment le plus important. Je vous conseille évidemment le collectif Toutes des femmes, un autre site où vous avez énormément de ressources. Je vous conseille le Wikitrans où il y a énormément de ressources. Vous pouvez chercher sur Google pour les proches des personnes trans. Je vous conseille XY Media aussi qui a fait énormément de vidéos sur les droits des personnes trans et qui a notamment fait une vidéo avec nous que je vous conseille sur comment justement l'extrême droite s'est saisie de la transphobie pour accroître sa visibilité politique. Et informez-vous, et ce sera l'objet de la partie 2, sur les discriminations que subissent les personnes trans. Il y a un article qu'on a mis en ressource sur le site de Toutes des femmes, qui est une traduction d'un article en anglais, qui est un article sur justement à destination des personnes cis, sur comment intervenir quand vous voyez des transphobes et comment se positionner de manière à être du côté des personnes trans sans forcément donner plus de visibilité aux transphobes. Les polémiques transphobes aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'elles ne réagissent pas du tout, par exemple, à une avancée des droits des personnes trans qu'il y aurait en ce moment et contre laquelle les réactionnaires s'opposeraient. Il n'y a eu aucune avancée des droits des personnes trans en France depuis 2016. Au contraire, quand il y a eu des avancées des droits sur les questions LGBT, par exemple la PMA l'année dernière, les personnes trans en ont été exclues. Donc, c'est vraiment un sujet qui est monté de toutes pièces par l'extrême droite, qui crée ce sujet de la transidentité et qui fait qu'on a l'impression qu'on en parle beaucoup aujourd'hui pour exister médiatiquement en faisant comme si c'était tout d'un coup un danger et que c'était un débat qu'il fallait avoir alors que les personnes trans existent et ont des droits et qu'il n'y a rien qui n'a changé de ce point de vue. On parle du coup certes de plus en plus de transidentité dans les médias, mais c'est quasi uniquement à cause des transphobes. Et en réalité, quand on regarde
il y a une étude qui est en train de se faire et qui va sortir bientôt. Quand on regarde les chiffres de mention de la transidentité dans les médias, on voit que c'est bien souvent des transphobes qui mentionnent la transidentité et très rarement, en réalité, des personnes trans qui ont la possibilité de s'exprimer dans les médias. Et notamment, et c'est pour ça que Toutes les femmes s'est créé en 2020, le féminisme est souvent énormément instrumentalisé pour justifier les débats sur les personnes trans, alors qu'en réalité, les transphobes sont extrêmement minoritaires dans les mouvements féministes. En tout cas, les transphobes issus des mouvements féministes sont extrêmement minoritaires parce que dans les mouvements féministes, il reste plus beaucoup de transphobes et les quelques transphobes qui se prétendaient féministes travaillent quasiment toutes aujourd'hui de manière très assumée avec l'extrême droite. La plus crasse, la plus LGBT-phobe, la plus misogyne, la plus anti-avortement, etc., etc. Donc voilà, c'est bien important d'avoir conscience de ces réalités-là, de cette offensive réactionnaire qui a lieu sur la transidentité, et d'avoir conscience qu'aujourd'hui, elle est principalement portée par l'extrême droite. Une idée reçue qui est importante à démonter et qui est très instrumentalisée notamment aujourd'hui par les transphobes, ce serait que la transition est une souffrance, que ce serait un drame si en fait les personnes trans transitionnent, et que c'est dangereux du coup qu'il y en ait plus. La transition n'est pas une souffrance. Beaucoup de personnes trans subissent énormément de violences, sont plus touchées par la dépression et le suicide, mais du fait des discriminations et des violences qu'elles subissent et du fait qu'on les empêche de transitionner. Au contraire, plus on facilite la transition et plus on aide les personnes qui le souhaitent à transitionner, plus on a de chances que les personnes trans souffrent moins, qu'il y ait moins de suicides et qu'elles vivent des vies normales comme toutes les autres personnes. Avec moins de violence. Toutes les autres personnes subissent évidemment pour beaucoup énormément de violence, notamment toutes les femmes, mais qu'elles ne subissent pas des violences en plus du fait de leur transidentité. Donc si vous avez des personnes trans dans votre entourage, la meilleure manière de les accompagner, si elles n'ont pas déjà ces infos-là, c'est de les orienter vers des assos, vers des communautés de personnes trans qui vont pouvoir les entourer et leur donner toutes les informations dont elles ont besoin. C'est de les aider matériellement si elles sont dans la précarité, et c'est aussi de les aider dans leurs procédures médicales qui sont parfois assez lourdes. Une opération de réassignation génitale, par exemple, c'est quelque chose d'assez lourd, et la présence des proches, la présence à l'hôpital, les visites, etc., sont des choses qui peuvent faire extraordinairement du bien et éviter de se sentir seul dans des moments qui simplement sont fatigants. Mais si vous accompagnez les personnes trans dans leur transition et si les personnes trans sont bien entourées par leur famille et par leurs amis, la transition n'est généralement pas une souffrance, c'est bien même tout le contraire. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous laisse des ressources sur cette slide. On vous enverra de toute façon la présentation par mail à la fin de la formation, accompagnée de ressources supplémentaires avec des liens qui seront cliquables si vous n'arrivez pas à les recopier maintenant. Je vais commencer à répondre aux questions qu'a rassemblé Rachel. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément. Je vous laisse, si vous en avez maintenant, les poser à Rachel qui va me les transmettre. Et je vais y répondre petit à petit. J'en profite encore pour boire un coup. Je vois tes questions, Rachel. Hein. Mais tu as reçu que ça? Pas énormément de questions. Alors. Ok, tu veux que j'y réponde dans l'ordre où tu me les envoies. Allez, donc j'ai répondu déjà à comment on s'excuse. Bon, est-ce que si une personne se trompe, est-ce qu'elle s'excuse après, est-ce que ce sera considéré comme une violence?
encore une fois, si une personne mégenre quelqu'un et s'excuse après, est-ce que c'est considéré comme une violence? C'est bon. Est-ce que c'est violent? Oui. Est-ce qu'une violence est grave si on s'excuse? Ben, encore une fois, ça dépend si vous aviez les informations. Est-ce que vous avez fait des efforts pour faire autrement? Est-ce que vous n'avez fait aucun effort? Tout ça, après, c'est de l'interpersonnel, hein. L'excuse, de toute façon, c'est de l'humain. Personne n'est obligé d'accepter vos excuses. Il n'y a pas de loi ou de règle là-dessus. La personne acceptera probablement plus vos excuses si elle les pense sincères et si vous avez l'air de vraiment faire des efforts et si vous vous trompez pas après, si c'est pas la 5e fois que vous vous trompez, etc. Et si c'est pas la 5e fois qu'elle se fait mégenrer aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que bon, si une personne se fait mégenrer à répétition alors que et qu'elle a l'impression que personne ne fait d'efforts autour d'elle, elle va probablement plus le prendre violemment et plus avoir du mal à accepter vos excuses que si c'est arrivé vraiment occasionnellement, qu'elle ne s'est pas faite beaucoup mégenrer aujourd'hui. La violence des micro-agressions, si vous voulez, parce qu'en réalité, un mégenrage, s'il est juste passager et juste une fois, c'est une micro-agression. La violence des micro-agressions, elle se mesure aussi énormément à la répétition de ces micro-agressions, comme en fait pour les micro-agressions sexistes, hein. Donc c'est difficile de vous dire comment on va prendre une personne. Des fois, elle peut très bien prendre le fait que vous vous excusez, et des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est mal poli de demander le genre d'une personne? Bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous pouvez éviter de le faire, c'est vraiment mieux. Et en fait, quand vous faites un effort, vous vous rendez compte que vous pouvez très facilement passer des heures à parler à une personne sans la genrer. En fait, c'est très facile quand on fait un peu d'effort de ne pas utiliser de tournure genrée, d'utiliser des tournures passives, d'utiliser d'autres mots, plutôt que de dire est-ce que tu es prête, de dire est-ce qu'on est prêt, ou de dire dis-moi quand on peut partir. Ou des choses comme ça. C'est très facile en fait de parler sans genrer les personnes et ça demande peu d'efforts à faire en attendant que simplement vous ayez l'information qui vous permettra de genrer la personne correctement, ce qui finira toujours généralement par arriver. Et si ça n'arrive pas du tout, alors que ça faisait 1 heure que vous parlez à la personne, c'est très probablement que la personne ne souhaite pas elle-même utiliser de tournure genrée, par exemple parce qu'elle est non-binaire. Et dans ce cas-là, faites pareil. Mais ça arrive des personnes qui, pour elles-mêmes, n'utilisent pas de tournure genrée parce que justement, elles ne veulent pas se genrer. Et le mieux, dans ce cas-là, c'est de faire pareil. Est-ce que dire ses pronoms pour inviter à le faire, c'est bien? Là aussi, encore une fois, si c'est évident que vous ne le faites pas d'habitude et que vous vous mettez à dire vos pronoms simplement parce qu'il y a une personne trans dans la pièce, ça va la mettre mal à l'aise très probablement, sauf si elle a l'habitude et c'est ce qu'elle souhaite. Vous pouvez éventuellement, avant une réunion, si vous êtes proche d'une personne, et que vous savez que ça peut être un peu compliqué, aller voir une personne, parce que vous savez déjà qu'elle est trans, et lui dire est-ce que tu préfères qu'on fasse un tour de pronom ou est-ce que ça te met plus mal à l'aise qu'autre chose? Et la personne vous dira en fait ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose, ou en fait je préfère qu'on fasse un tour de pronom. Tac tac, je continue à répondre dans l'ordre. Les organes génitaux sont parfois liés à la lutte féministe. Par exemple, le clitoris a été nié pendant des siècles. Est-ce que ce n'est pas problématique de dire que c'est transphobe de lier ces organes à la lutte féministe? C'est compliqué, mais ça a l'air compliqué comme question, mais en réalité, on peut y répondre plutôt simplement. Je vois des personnes qui dessinent sur ma présentation, c'est un peu étrange. On peut y répondre plutôt simplement en disant que c'est pas parce que les femmes ont un clitoris que le clitoris a été nié pendant des siècles. C'est parce que c'était des femmes. C'est parce qu'elles appartenaient à une elles appartiennent toujours à une catégorie sociale dominée que justement on n'a pas fait les travaux scientifiques pour avoir la connaissance du clitoris, pour pouvoir
parler du plaisir du clitoris parce que la majorité des femmes sont cis et ont un clitoris. Mais c'est pas parce que c'est un clitoris. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière que si toute la société était pareille, si les inégalités de salaire étaient les mêmes, si les hommes, si le partage domestique des tâches était le même, si les hommes étaient dominants dans les sphères de pouvoir comme ils le sont aujourd'hui, mais que c'était les hommes qui portaient les enfants, ben on aurait avancé sur la contraception bien plus tôt qu'on ne l'a fait dans l'histoire de l'humanité. Si on n'a pas avancé dans la contraception et que les femmes n'ont pas eu le contrôle du droit d'enfanter ou non plus tôt, c'est pas parce qu'elles ont un utérus, c'est parce qu'elles appartenaient à une catégorie sociale dominée qui est la catégorie des femmes. C'était les hommes qui avaient eu un utérus, ils auraient eu le droit de contrôler et le droit à l'IVG beaucoup plus tôt, parce que c'est la catégorie sociale dominante. Vous voyez ce que je veux dire? Et de même, si c'était les hommes qui avaient un utérus et les femmes qui majoritairement, quand elles, si c'était les femmes cis qui avaient un pénis et des spermatozoïdes, ben, très probablement qu'on aurait même inventé la contraception féminine. C'était les femmes qui avaient enfin la contraception côté spermatozoïde beaucoup plus tôt. Oui, je vois quelqu'un dans le chat qui dit si les hommes, si c'était majoritairement les hommes qui tombaient enceintes, on aurait fait, les hommes cis du coup, on aurait fait avorter aux distributeurs de billets. Mais voilà, il faut bien comprendre que l'origine de la domination, elle ne se situe pas dans la biologie. C'est parce qu'il y a cette domination sociale d'une catégorie sur l'autre, un système qui divise en deux catégories imperméables la société où les hommes ont le pouvoir. Du coup, les réalités biologiques de la majorité des femmes, qui sont les femmes cis, sont niées et ne sont pas prises en compte. Mais c'est pas parce que la biologie est faite telle qu'elle, c'est parce qu'elles sont des femmes. Si la biologie était faite autrement, les hommes trouveraient une autre manière de nier ces réalités biologiques. Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est pas la biologie qui est à l'origine de la domination. C'est la domination qui s'ancre sur la biologie et qui donc du coup nie l'autonomie des personnes, notamment en matière de contraception et l'autonomie de leur corps. On me demande si une personne NB est une personne trans. Oui, comme je l'ai dit au début, une personne non binaire, c'est une personne trans. C'est une personne trans, c'est une personne qui, dans la définition que j'ai donnée au début, n'est pas du genre qu'elle a été assignée à la naissance. Donc une personne non binaire, c'est une personne qui a été assignée homme ou femme à la naissance et qui aujourd'hui n'est pas un homme ou pas une femme puisqu'elle est non binaire. Donc elle est trans. Elle a changé de genre par rapport à celui qui lui a été assigné à la naissance. Une question, je ne connaissais pas l'emploi de la notion de quitter un genre, cela implique un choix actif de changer un genre alors que la transidentité n'est pas un choix. La transidentité n'est pas un choix, c'est parfois un slogan qui est utilisé pour dire que les personnes trans, généralement, n'ont pas vraiment le choix de transitionner dans le sens où c'est ça ou en fait rester toute leur vie dans le genre qui a été assigné à leur naissance et qui ne leur convient pas et qui du coup engendre énormément de souffrance. Mais le fait de commencer sa transition et d'aller dire, commencer effectivement sa transition en social, en disant qu'on veut changer de pronom, changer de prénom, commencer une transition médicale ou non, etc. Ça vient toujours de la personne. C'est la personne qui décide de le faire, qui va aller parler aux personnes pour enclencher ce processus. Après, est-ce que ça vient d'elle-même ou est-ce que de toute façon elle n'a pas le choix de ce ressenti qu'elle veut être et vivre dans un genre différent de celui qui a été assigné à la naissance? Ça, c'est chaque personne trans a son propre vécu et toutes les personnes trans vous diront des choses différentes. Il y a des personnes qui vous diront je suis né dans le mauvais corps. Il y a des personnes pour qui ce narratif-là correspond pas du tout à leur vécu.
là encore, il faut laisser les personnes trans raconter leur propre histoire. Par contre, ce qui est certain, c'est que enclencher un processus de transition sociale, et c'est toujours à un moment une décision qu'on prend. On peut aussi décider de rester toute sa vie, alors même qu'on sait qu'on voudrait être de l'autre genre, de rester toute sa vie mal dans sa peau, parce qu'on pense que c'est trop compliqué, parce qu'on n'a pas les moyens, bêtement. Hein. Il y a des personnes qui décident de ne pas transitionner ou de détransitionner, de revenir en arrière sur leur transition ou de reporter leur transition parce qu'elles n'ont pas la stabilité financière, parce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'être complètement coupées de leur famille, parce qu'elles savent qu'elles vont se faire virer de chez elles, etc., notamment des jeunes personnes trans. Et donc là, c'est des personnes qui, à l'inverse, choisissent de retarder leur transition alors qu'elles savent qu'elles sont trans. Donc le moment où on décide de transitionner, effectivement, c'est toujours une décision de la personne qui doit être respectée absolument. Est-ce que transitionner, c'est pas valider la catégorisation des sexes? C'est pas les personnes trans qui ont choisi la catégorisation, enfin qui ont choisi que les catégories de sexe existaient. Et en tout cas, c'est surtout pas elles qui les renforcent, quoi. Au contraire, un élément central de l'idéologie de la catégorisation des sexes, qui est une idéologie, hein, l'idéologie du genre, entre guillemets, elle existe. C'est l'idéologie patriarcale. C'est l'idée que les hommes doivent faire certains métiers, doivent avoir le pouvoir, etc., et que les femmes n'y ont pas droit. Que les hommes doivent s'habiller d'une telle manière et que les femmes doivent s'habiller d'une autre manière. Cette idée-là, elle est renforcée tous les jours par des dizaines et des dizaines de productions culturelles, de vêtements, par le langage lui-même, par le langage voilà, qui utilise le genre féminin et masculin pour des personnes sur la base de ces catégories, comme si c'était vraiment des personnes qui étaient absolument différentes, à tel point qu'on devrait les nommer différemment. Et c'est pas les personnes trans qui ont forgé ces catégories, ni même qui participent à les renforcer, parce que l'idée même, le fondement de ces catégories, c'est qu'elles sont imperméables. Au contraire, les personnes trans, en changeant de ces catégories, elles montrent leur absurdité. Elles montrent que ces catégories n'ont pas de sens, qu'elles ne sont pas basées sur des réalités biologiques, et qu'on peut être une femme indépendamment de l'assignation qu'on a eue à la naissance, qu'on peut être un homme indépendamment de l'assignation qu'on a eue à la naissance, parce qu'avant tout, c'est des catégories qui reposent sur des codes sociaux. Mais en même temps qu'elles sont absurdes, et dans le sens où elles sont créées par la société, elles ont une réalité. Et on ne peut pas simplement dire qu'on les refuse sans en subir les conséquences et sans notamment en subir des violences particulièrement fortes, quoi. Et c'est notamment les violences que subissent beaucoup de personnes non binaires, qui sont des violences où on leur dit mais t'es un homme ou t'es une femme, parce qu'on refuse l'idée qu'elle ne puisse être ni l'un ni l'autre. Donc les personnes trans sont juste des personnes qui, au même titre que en fait tous les hommes et toutes les femmes cis, décident de vivre leur vie en ne refusant pas ces catégories, mais c'est pas pour autant que, en ne refusant pas personnellement ces catégories et en ne faisant pas de leur vie un refus de ces catégories, mais c'est pas pour autant qu'elles pensent qu'elles sont utiles et qu'elles doivent perdurer et que finalement tout le monde ne vivrait pas mieux si elles n'existaient pas. Mais la plupart des personnes cis féministes pensent que si ces catégories n'existaient pas, on vivrait mieux. C'est pas pour autant qu'elles deviennent non binaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les personnes cis, on pourrait, enfin, si les personnes trans, parce qu'elles transitionnent, renforcent les catégories de genre, alors toutes les personnes cis qui ne deviennent pas non-binaires les renforcent aussi. Vous voyez l'argument? On ne peut pas simplement dire que parce qu'on accepte d'être dans l'une ou l'autre des catégories, qu'on soit trans ou cis, on la renforce. Une demande de réponse clé en main sur les questions pratico-pratiques. Souvent, les transphobes balancent la carte biologie pour mégenrer quelqu'un. Que répondre à ça? Comment répondre à des transphobes qui condamnent les transitions des personnes mineures? Ça dépend de leurs arguments. Je ne peux pas vous dire comment répondre sans savoir ce qu'ils disent.
On a énormément de réponses là-dessus, notamment on a une FAQ donc là qui est sur la présentation, une FAQ sur le site toutesdesfemmes.fr. Vous avez énormément de réponses aux questions, aux arguments en fait classiques qu'on entend le plus souvent des transphobes. Je ne vais pas vous donner la réponse à chaque argument, notamment si j'ai pas les arguments, mais je vous invite à la visiter parce que il y a énormément de sources et ça va vous permettre de répondre à un à un de ces arguments beaucoup plus facilement. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser le clito comme symbole féministe? C'est pas très malin. On peut parler, bien entendu, de l'absence du clito. C'est pas que c'est forcément transphobe en soi, mais si des personnes trans où on fait la remarque, elles se sentaient pas très incluses et pas très et pas très bienvenues dans votre mouvement féministe parce que vous utilisez le clito comme symbole et que vous ne pensez pas à un autre symbole qui recouvre plus largement la condition féminine, ben là, vous commencez à être transphobe, quoi. Évidemment que le clitoris et que la contraception et que toutes les questions qui concernent la biologie des femmes cis sont des questions ultra importantes dans le féminisme, mais en fait, c'est pas les seules. Et du coup, si vous utilisez un symbole, enfin, je veux dire, il y a pas de, les questions qui concernent les femmes cis sont pas de raison de pas être traitées dans le féminisme. Mais par contre, si vous utilisez comme symbole quelque chose qui ne concerne que les femmes cis, eh ben c'est un peu exclusif, quoi. C'est évident. C'est un peu excluant et des personnes vont le percevoir comme ça. Il y a plein de symboles qui peuvent être utilisés, qui incluent toutes les femmes, qui sont probablement plus pertinents, mais ça n'empêche pas, encore une fois, ensuite de traiter ces questions-là au sein du mouvement, et notamment de faire les liens entre eux, en réalité, dans des espaces féministes, entre les femmes trans et les femmes cis, parce que évidemment, le clito est quelque chose de très méconnu parce que c'est l'organe du plaisir de la majorité des femmes. Mais je peux vous dire que la manière dont les femmes trans ont du plaisir après une vaginoplastie ou la manière dont des femmes trans qui n'ont pas fait de vaginoplastie, qui ont un pénis et qui ont un pénis qui a énormément changé parce qu'elles ont pris des hormones, la manière dont le plaisir fonctionne aussi pour ces femmes, c'est une encore plus grande inconnue que la manière dont fonctionne le clito des femmes cis. Et là-dessus, on voit que les connaissances médicales de toutes les personnes minorisées sont de toute façon généralement négligées et extrêmement faibles. Et c'est pas une question d'être une femme cis ou pas, c'est une question d'être une femme ou d'être un homme trans, mais en tout cas d'appartenir à une catégorie de genre qui est dominée dans la société. Comment bien faire dans des formations en éducation sexuelle en milieu scolaire? Est-ce que parler de personnes affable, ça passe? Probablement, en milieu scolaire, encore une fois, ça dépend de l'âge des personnes, mais en fait, c'est assez important de parler des personnes LGBT en milieu scolaire quand vous faites de toute façon de l'éducation sexuelle. Et LGBT, ça inclut le T. Et donc, parler des personnes trans, c'est important. Après, parler des hommes et des femmes, c'est pas forcément un gros mot en fait. Je suis pas là, j'exprime que mon opinion personnelle, mais je suis pas forcément partisane de désigner quand on parle de sexualité les personnes par leurs organes génitaux. On peut parler d'hommes et de femmes et préciser, virgule, mais ça concerne aussi les hommes trans, ou mais ça concerne aussi les femmes trans, etc., etc. Parce que c'est des catégories, encore une fois, qui forgent notre vécu et qui sont des réalités pour plein de gens. Parler des personnes trans, ça peut être parfois quelque chose qui est fait en plus pour pas enlever à la clarté du propos quand on va parler, par exemple, de la contraception des femmes, ajouter un encart, et d'ailleurs, ça concerne aussi les hommes trans, parce que parler des personnes affab
si en réalité vous parlez que des femmes cis, et ce qui est bien souvent le cas, par exemple la contraception pour des hommes trans hormonés, ben, c'est quelque chose de très différent de la contraception pour des femmes cis, parce que quand on a de la testostérone, on ne peut pas forcément prendre les mêmes contraceptions hormonées que quand on n'en a pas. Donc là, c'est probablement plus pertinent de parler de la contraception des femmes cis, et ensuite de dire bah, pour les hommes trans, il y a aussi une question de contraception, et souvent en réalité de renvoyer à d'autres ressources si vous n'êtes pas formé sur la question. Mais parler de personnes affab, si en réalité vous parlez que des femmes cis et que vous ne parlez pas des réalités spécifiques des hommes trans, c'est probablement une mauvaise idée, comme je l'expliquais tout à l'heure. Comment expliquer simplement la transidentité à des collégiens? Ben, vous pouvez simplifier les définitions que j'ai données au début, mais elles ne sont pas si compliquées et si inaccessibles à des collégiens. Vous pouvez en fait vraiment partir des réalités. L'assignation de genre dont je vous ai parlé, le fait qu'à la naissance on dise qu'une personne est un homme ou une femme, c'est une réalité que des collégiens sont très capables d'entendre. Et du coup, le fait qu'une personne choisisse de ne pas être du genre qu'on lui a assigné à la naissance, c'est aussi une réalité que les collégiens sont capables d'entendre. Après, ça peut être important de mettre des réalités sur les mots dont vous parlez. Je ne suis pas professeur. Mais notamment, bah, comme je l'ai fait en présentant des personnes trans existantes, qui elles sont et ce qu'elles font de leur vie. Parce que mettre de l'humain, c'est toujours très important. Vous avez des associations qui interviennent en milieu scolaire et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir toutes les compétences pour faire ces explications vous-même, et vous pouvez inviter ces associations à intervenir dans vos classes si vous êtes professeur. Question sur la transphobie chez les féministes. Je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, mais on a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Oui et non. En réalité, les transphobes chez les féministes, pour beaucoup, ne s'exprimaient pas beaucoup avant, parce que c'était pas une question qui, en fait, la question de la transidentité n'était pas très médiatique, et donc c'était pas une question qui faisait tant débat activement, si vous voulez, dans le milieu féministe, mais en réalité, il y avait plein de transphobes. Et en fait, la mise en débat de la question trans dans les milieux féministes a permis, au cours de ces 2 dernières années, de créer une clarification, si vous voulez, de la question. Effectivement, les femélistes, comme elles se désignent, donc qui sont des transphobes qui ont décidé de s'auto-désigner féministes parce que pour elles, on est opprimé du fait qu'on a un clitoris, et pas, comme je l'expliquais tout à l'heure, les personnes, le clitoris est déconsidéré parce que les femmes sont une catégorie sociale dominée et qu'elles ont majoritairement des clitoris. Les féministes, justement, s'appellent féministes parce qu'elles ont bien compris qu'elles n'ont plus leur place dans le mouvement féministe. Et les transphobes issus des mouvements féministes sont de plus en plus visibles, il est vrai, mais sont de plus en plus visibles parce qu'elles sont aidées par l'extrême droite. Elles ne sont pas de plus en plus visibles au sein du féminisme. Elles sont de plus en plus visibles parce qu'elles ont assumé de quitter le féminisme, et que, en fait, bah, l'extrême droite, les réactionnaires et le sexisme et les personnes qui combattent en faveur du patriarcat ont énormément de place dans les médias et ont énormément de soutien médiatique et ont énormément accès à la parole. Et donc, effectivement, on les entend de plus en plus. Mais en réalité, au sein des mouvements féministes, la transphobie est de plus en plus minoritaire parce que justement, les personnes transphobes ne peuvent pas garder un engagement transphobe cohérent avec un engagement féministe. Et donc, de plus en plus, soit changent d'avis parce qu'elles sont convaincues, notamment grâce à des formations comme celle qu'on fait aujourd'hui, soit si vraiment elles ont une obsession sur la transphobie, comme c'est le cas des féministes, ça lie à qui sont en réalité majoritairement les transphobes dans notre société, c'est-à-dire l'extrême droite. Est-ce qu'on a un pourcentage de personnes trans dans la société? Malheureusement, non. On a très peu d'études sur le nombre de personnes trans dans la société, on a très peu de chiffres du fait, et ça on en parlera dans la partie 2, des très mauvaises conditions d'accès aux soins des personnes trans. On n'a même pas de chiffres sur le nombre de personnes trans qui font des soins médicaux pour leur transition. Même ces chiffres-là, ils sont très peu disponibles. On a quelques chiffres, mais qui sont très peu représentatifs, qui recouvrent vraiment des personnes trans qui font des demandes pour
des processus spécifiques pour obtenir des remboursements plus faciles de leurs soins, ce qu'on appelle des ALD. Mais voilà, il s'agit de quelques milliers de personnes en France. On a des chiffres, par exemple, qui commencent à apparaître en Angleterre sur les derniers recensements de la population qui ont des questions sur qui est trans. Mais encore une fois, selon la manière dont on pose la question, on atteint des pourcentages extrêmement différents. Donc, c'est aussi des réalités qui sont très difficiles à mesurer en fonction des questionnaires. Par exemple, si on demande à une personne est-ce qu'elle est trans, on ne va pas avoir les mêmes résultats que si on demande est-ce que vous vous considérez pleinement comme un homme ou une femme. Si vous dites ou est-ce que vous vous sentez vraiment un homme ou une femme. Si vous dites à une femme est-ce que vous vous sentez vraiment une femme, ou est-ce que ou si vous dites à un homme cis est-ce que vous vous sentez un homme, il y a plein d'hommes qui vont répondre moi je me sens pas spécialement homme, je me sens juste être humain. C'est pas pour autant que c'est des personnes trans. Si elles ne font pas d'autres démarches d'affirmation d'un autre genre que homme en dehors de ce questionnaire. Donc, vous allez avoir des réalités et des chiffres très différents selon la manière dont on pose la question, et c'est pour ça que c'est une réalité très difficile à mesurer. Quelle est la différence entre un espace qui se dit en mixité choisie sans homme cis ou en non-mixité? Il y a plein de non-mixité. On peut faire une non-mixité de femmes, c'est-à-dire de femmes cis et de femmes trans. On peut faire une non-mixité sans hommes cis, c'est-à-dire de femmes cis, de femmes trans, de personnes non-binaires et d'hommes trans. On peut faire une non-mixité de personnes trans, par exemple, avec juste des hommes trans, des femmes trans, des personnes non-binaires. On peut faire une non-mixité de femmes trans. On peut faire une non-mixité d'hommes trans. On peut faire plein de non-mixités selon la question politique dont on va discuter. Selon le sujet dont on va discuter, il existe une non-mixité pertinente qui va être la plus adaptée à cette question politique. Par exemple, si vous allez discuter, je ne sais pas, d'autodéfense face au mégenrage ou à la transphobie, la non-mixité trans est probablement la plus pertinente. Si vous allez discuter d'autodéfense face à des violences misogynes, la non-mixité de femmes est probablement la plus pertinente. Si vous allez discuter de non-mixité face à l'homophobie, la non-mixité d'hommes homosexuels et de femmes lesbiennes est probablement la plus pertinente. Chaque non-mixité dépend de la question politique que vous voulez traiter. Et encore une fois, notamment quand il s'agit de transidentité, aucune non-mixité ne doit jamais être totalement exclusive. Vous pouvez aussi faire une non-mixité, par exemple, de personnes concernées par la misogynie, où vous allez avoir des femmes trans, des femmes cis, et les hommes trans qui se considèrent concernés par la misogynie, parce que ils sont souvent perçus comme femmes, mais par exemple pas les hommes trans qui prennent de la testostérone depuis 10 ans et qui ne sont plus jamais considérés comme des femmes dans l'espace public et qui du coup ne sont pas concernés par une discussion sur la misogynie qu'ils vont subir. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque non-mixité doit se construire en fonction de la question politique que vous voulez traiter. On peut appeler, oui, non-mixité, mixité choisie, c'est des termes qui sont pas contradictoires, qui sont une non-mixité trans, par exemple, c'est une mixité d'hommes trans et de femmes trans choisies. Souvent, on dit mixité choisie parce que ça semble plus positif que non-mixité, mais à partir du moment, par exemple, où il n'y a pas d'homme cis, c'est une forme de non-mixité. Alors, quand il y a juste pas d'homme cis, il n'y a pas un point commun qui relie tout le monde, parce que vous avez des femmes trans, des femmes cis et des hommes trans. Donc c'est vrai que c'est difficile de parler de non-mixité. Après, bien souvent, quand vous faites des non-mixités sans hommes cis, mais que
il n'y a rien qui est pensé pour les femmes trans. En réalité, ça termine par être une non-mixité de personnes assignées femmes à la naissance, ce qui est rarement pertinent politiquement. Mais oui, non-mixité, mixité choisie, c'est des termes qui peuvent s'utiliser des fois pour dire les mêmes choses. Comment faire en entreprise, comment faire si je suis pharmacienne, comment les personnes trans sont prises en charge. Tout ça, c'est l'objet de la seconde partie. On va parler de discrimination, d'accès aux soins, de discrimination administrative, etc., etc. Quelles sont les stratégies de toutes les femmes pour contribuer sur le pont entre les mouvements féministes et les mouvements trans? C'est que nous, déjà, les membres de toutes les femmes, donc notamment toutes les modératrices qui sont là, Margot, Alix, Salomé, Rachel, Daisy, on milite toutes et dans les mouvements féministes et dans les mouvements trans. Pour beaucoup d'entre nous, on est membre d'autres associations aussi. Et donc déjà, on fait ces ponts-là par notre militantisme dans le quotidien. Et ensuite, on fait beaucoup, notre travail, c'est beaucoup de publier des argumentaires, comme on l'a fait sur notre site, de les rendre disponibles, de faire des formations comme on les fait aujourd'hui, de répondre aux médias, notamment, on a beaucoup de demandes médiatiques, et donc on a l'habitude, par exemple, quand il y avait eu la polémique sur le planning familial, qui avait fait une affiche avec un homme trans enceint, on a répondu à des demandes médiatiques sur le sujet parce qu'on a une expertise aussi sur ce que sont les mouvements transphobes, quels sont leurs arguments et comment y répondre. Voilà, je crois que Rachel, dis-moi si j'ai encore d'autres questions auxquelles je dois répondre. Je crois que je commence à avoir fait le tour. Et alors, une sur les discrets. Est-ce que tu peux l'avant-dernier message? Les propos transphobes sont encadrés par la discrimination. Quid de l'espace public? Les propos transphobes, l'identité de genre, insulter quelqu'un ou les violences quand c'est en raison de l'identité de genre, c'est un motif aggravant, tout comme quand c'est homophobe, tout comme quand c'est raciste au regard de la loi. Donc ça peut tomber sous le coup de la loi quand c'est dans l'espace public. Je crois que c'est la dernière question. Merci à toutes et tous pour cette formation. On vous enverra toutes les infos, les références, les ressources, d'autres ressources en plus. Visitez notre site toutesdesfemmes.fr. Regardez notre vidéo qu'on a fait avec XY Media vraiment sur l'actualité politique et sur comment s'organise la transphobie aujourd'hui. C'est une vidéo très importante. J'ai plus du tout de voix. Merci d'avoir écouté ma voix cassée jusqu'au bout de la formation. Il y aura une deuxième formation tout aussi importante, vraiment sur les discriminations que subissent les personnes trans, sur les discriminations qu'il y a encore dans la loi, sur ce qu'il faudrait faire changer dans la loi pour que les personnes trans aient plus de droits et vivent tout simplement des meilleures vies. Dès qu'on aura complètement fini de la préparer, on vous enverra le lien pour que vous puissiez vous inscrire. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Parlez de cette formation aussi autour de vous à vos amis, parce qu'une fois qu'on aura fait la partie 2, s'il y a assez de monde intéressant, on refera la partie 1. Ce sera probablement quelqu'un d'autre de toutes les femmes qui, cette fois-ci, présentera. Donc, on refera la partie 1, on refera la partie 2 tant qu'il y a des personnes intéressées. Voilà, bonne soirée à toutes et tous. Et puis, à la prochaine.